Maintenant, une nouvelle séquence autour du manifeste écologique et nous avons deux invités pour cette séquence que je salue. Emmanuelle Huet, qui est étudiante à l'ESSEC et à la Sorbonne et qui est une des autrices du manifeste écologique. Il y a pour un réveil écologique, vous allez nous en parler, et Marie-Laure Monet qui est directrice du planning stratégique chez Zénith, donc c'est le groupe Publicis, et donc vous lancez vous aussi une plateforme pour inciter les médias, la publicité, à bouger. Alors d'abord, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que ce manifeste pour un réveil écologique qui avait fait un certain bruit, qui avait été il y a maintenant 3 ans, 2 ans, quelque chose comme ça. Quel est son contenu et en quoi concerne-t-il éventuellement le monde de la publicité ? Alors, le manifeste étudiant pour un réveil écologique, c'est avant tout un cri du cœur de 32 000 étudiants qui l'ont signé, qui finalement aujourd'hui refusent la dissonance cognitive dans laquelle ils sont plongés entre leur prise de conscience de la crise écologique très aiguë, très importante, et un monde, une société, et particulièrement un monde du travail qui n'évolue pas, pas assez vite, et en tout cas pas dans la bonne direction. Donc ce manifeste, il a vraiment pour leitmotiv, à quoi bon aller à son travail à vélo si par ailleurs mon activité contribue à l'accélération du changement climatique et à la crise de la biodiversité. Pourquoi aller au travail à vélo si je contribue à construire plus de SUV ou plus de centrales à charbon ? Ça n'a aucun sens. Donc notre manifeste ensuite, il s'est concrétisé. 32 000 étudiants de grandes écoles françaises et d'universités et qui, dans mon souvenir, se sont un peu engagés à ne pas rentrer dans des entreprises qui ne seraient pas en cohérence avec les valeurs que vous défendez. Est-ce que concrètement, les étudiants ne sont pas rentrés dans les entreprises en question ? Alors aujourd'hui, c'est difficile à dire parce qu'en plus, chacun a un engagement qui est différent. C'est-à-dire que pour certains, ils y vont en cheval de Troie. La plupart, en fait, on est vraiment dans une... C'est-à-dire faire de l'entrisme pour aller changer les entreprises de l'intérieur. Oui, mais finalement, il y a très peu de gens qui sont prêts à faire ça parce que, en fait, il faut savoir que le principal message du manifeste, c'est changer un système économique dans lequel on ne croit plus. C'est-à-dire, on ne croit plus aux imaginaires qu'on nous vend, on ne croit plus à la surconsommation, on ne croit plus à une société qui nous promet tous les jours la démultiplication des possibles, alors qu'on doit se diriger vers un avenir absolument sobre qui valorise deux types de pratiques, des pratiques plus sobres. Donc le manifeste... Où vont les étudiants, en fait, en réalité ? Que deviennent-ils après avoir signé le manifeste et avoir fait des années d'études ? Alors, où travaillent-ils ? Ça dépend, parce qu'on a des étudiants dans tous les domaines. Il y en a certains qui vont s'engager dans des boîtes qui s'engagent sur ces questions-là. Il y en a qui vont totalement pivoter et plutôt aller fonder des initiatives différentes, soit des coopératives, soit même aller fonder des écolieux. Il y en a qui s'engagent beaucoup plus dans le militantisme, il y en a qui s'engagent dans l'action politique. Donc c'est difficile à dire s'il y a... En tout cas, il y a un signe générationnel, puisqu'on parle d'étudiants, il y a un signe générationnel d'une envie de changement. Alors vous adressez évidemment à quelqu'un qui travaille dans le secteur de la communication et de la publicité. Comment est-ce que vous réagissez, sachant que vous avez votre propre initiative ? Oui, je pense qu'on partage la même révolte et la même envie de faire bouger les choses, sauf que moi, je suis plus étudiante, je suis au sein de l'entreprise, au sein d'une grosse entreprise, et ça n'empêche pas qu'un jour, on se réveille et par motivation, conviction personnelle, on a envie de faire bouger les choses, et on se demande alors, dans mon entreprise, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire pour faire bouger les choses ? Et c'est là où je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut pas opposer l'entreprise et le combat. Je pense qu'il faut aller dans ces entreprises fort de ses convictions et essayer de les faire évoluer. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. On était quelques collaborateurs à la base à partager les mêmes convictions, à se réveiller un matin, à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Au niveau d'une agence média, moi je travaille en agence média, ce qu'on peut faire, c'est travailler sur la diffusion, le média, tout simplement. Donc, quand on regarde ce qui se passe sur la diffusion aujourd'hui, on a quelques outils de mesure, on en entendait parler dans le débat précédent, qui émergent, mais qui sont tous un peu dissonants parce qu'on ne prend pas les mêmes périmètres, on ne suit pas les mêmes indicateurs. Donc, bon, certes, on a des outils de mesure, mais ça ne fait pas le job. Et puis, on a quelques solutions qui existent de diffusion un peu plus responsables, alors avec de la compensation souvent solidaire.
Mais c'est pareil, finalement, on a très peu de solutions de diffusion qui sont propres. Donc on s'est dit qu'à notre niveau, moi je suis pas experte RSE, mon métier c'est d'être planeur stratégique. J'ai pas eu la chance d'être formée effectivement au cours de mes études sur cette dimension-là et ça aurait été bien utile, donc je salue vraiment votre combat. Mais le fait est que quand on sait pas faire, on s'appuie, nous en tout cas c'est notre démarche, c'est de s'ouvrir et du coup de... Oui, pratiquement, qu'est-ce que ça change dans votre métier d'avoir monté cette plateforme donc avec... des collaborateurs de l'agence? Alors c'est pas avec des collaborateurs, justement, parce que je sais pas faire. Moi, je suis allée voir des tiers de confiance, donc le Shift Project, Green IT par exemple, qui sont des gens qui savent parler d'impact carbone, qui savent mesurer cet impact. On est quand même sur des dimensions hyper complexes, c'est presque scientifique. Donc si on maîtrise pas, on s'est dit qu'il fallait se faire accompagner. On encourage aussi les marques, les annonceurs à nous rejoindre, les médias bien sûr à rejoindre l'initiative, les consommateurs, nos collaborateurs. Et l'idée c'est de sur un temps court, on veut des actions concrètes. Sur la pollution digitale, parce que c'est le premier volet de notre initiative, essayer de craquer des solutions ensemble, à mettre en place, à tester sur le marché dès décembre. Donc ça, c'est l'objectif. Et ce que ça change dans mon métier, c'est la façon de communiquer pour nos clients sur ces sujets-là, mais c'est aussi du sens en tant que collaborateur. C'est de croire à nouveau... au pouvoir de la publicité. On va peut-être prendre un exemple très concret pour avoir vos avis respectifs. Sur la sobriété numérique, on en parle beaucoup, vous savez, le débat 5G, etc. Ouais. Quelles sont vos positions? C'est une illustration, un point d'entrée sur la société économique telle qu'elle fonctionne. Est-ce que, venant d'une grande école, travaillant dans une agence, digital, voilà, quelles sont vos analyses respectives? Sur ce point-là, moi, je regrette, par exemple, sur le débat sur la 5G, qu'au lieu de poser très clairement les termes du débat entre gains sociétaux et coût environnemental, on relègue les détracteurs de la 5G à des amis. Je veux dire, c'est complètement, déjà c'est méprisant, et d'autre part, c'est vraiment passer à côté du problème. En fait, on parle de réduire sa consommation. On parle pas juste d'avoir une consommation plus responsable. On parle juste d'une réduction nette. Et ça, sur ça, le Shift Project est très clair là-dessus. Et nous aussi, on est très clair là-dessus. La sobriété numérique, c'est avant tout réduire les usages. Donc, en fait, des technologies comme la 5G ne nous permettent pas de réduire les usages. En fait, c'est une promesse de démultiplication des objets connectés, des possibilités, exactement dans ce que je vous disais tout à l'heure. Et pour moi, la responsabilité des médias là-dessus, c'est pas simplement leur process, leur barrette de papier, leur nombre de mails qu'ils ont dans leur boîte mail. C'est bien sûr... Vous répondez à Pierre Louette, qui est tout à l'heure PDG du groupe Les Échos Le Parisien, président du groupe Les Échos Le Parisien, qui évoquait ce qui est fait dans le groupe Les Échos. Mais bien sûr, ça change déjà des choses. Je le salue, en fait, c'est un premier pas indispensable, mais c'est pas du tout suffisant. Quand on dit être à la mesure des enjeux, en fait, on parle en fait du cœur de métier des entreprises. Quand on va voir des entreprises et qu'on essaie de les sensibiliser, c'est pas des choses qui sont périphériques. C'est quel est votre métier en tant que média? Votre métier, c'est de diffuser des imaginaires. Ces imaginaires, ils doivent être sobres, ils doivent être réalistes. Vous ne devez pas continuer à pousser à la surconsommation, à soutenir des activités polluantes. Ça, c'est le vrai cœur de métier, et c'est là que se pose la transformation des médias, pour moi. Mais tout à l'heure, on entendra Laurent Alexandre, qui est un médecin qui futurologue, qui sans doute nous dira que les plus jeunes se fourvoient en voulant la décroissance. La technologie répondra à la question. On verra ce qu'il nous dit. Oui, on nous dit souvent écoutez les jeunes, écoutez ce qu'ils ont à dire et arrêtez d'écouter des personnes comme Laurent Alexandre qui nous promettent monts et merveilles, qui nous promettent un imaginaire qui est complètement décorrélé de la réalité. Et si on les écoute, je suis absolument persuadée qu'on va droit dans le mur. Et je parle de la place d'une génération qui est pas sûre de mourir de mort naturelle. Donc ça, pour le coup, je pense vraiment qu'il va dans la mauvaise direction. Marie-Laure Manet. Ouais, moi, je veux bien être un peu moins drastique. Je pense qu'on vit dans un monde où être extrême des deux côtés, tous mourir d'un coup. C'est payant et savant. Avec un peu plus de mesures, je pense qu'il faut pas se limiter. C'est réducteur en fait de regarder juste l'impact carbone, l'impact des émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'il faut aussi regarder l'utilité. Et dans la sobriété numérique, je pense que ce qui est compliqué, et là je parle même plus du point de vue RSE, je parle du point de vue qui me concerne moi, parce que ça c'est mon expertise pour le coup, le consommateur. On fera pas passer par la contrainte une sobriété numérique au consommateur. On a mené des études pour voir justement quelle était notre marge de manœuvre, et ça marchera pas par la contrainte. Internet, c'est utile. On vient de vivre une période qui nous l'a montré x40 sur le télétravail,
sur l'éducation, sur le lien social. Donc je pense que le but, l'objectif pour moi... Si on avait interdit la 4G il y a 10 ans, ou la 3G avant, on n'aurait pas vécu le confinement comme on l'a vécu et le télétravail comme on le vécu. Oui, maintenant le sujet de la 5G, là, ce qui est différent, c'est que la 5G, on continue, et là je suis complètement alignée à agir comme des enfants gâtés du digital, on continue à pousser une technologie qu'on ne demande même pas en tant que consommateur. Donc là c'est piégeux. C'est mon opinion. Mais juste pour revenir sur la sobriété numérique, je pense que c'est exactement comme le débat sur la publicité qu'on a en ce moment. Il faut savoir préserver l'utile, enlever l'inutile, et quand c'est utile, essayer d'optimiser l'impact. Et la publicité, je pense que le vrai sujet, le vrai débat... C'est la question que j'allais vous poser pour finir à toutes les deux. Il y a un sujet sur l'interdiction de la publicité et on va avoir un panel juste après avec Mathieu Orphelin, le député qui porte ces sujets-là. Est-ce que vous travaillez dans une agence, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas? Moi, je trouve ça... Après, j'ai envie d'avoir votre opinion aussi. Honnêtement, je trouve ça dommage. Je trouve qu'on ne peut pas pointer d'un côté du doigt la publicité et sa responsabilité dans le changement des mentalités des 20 dernières années sur la surconsommation et se dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour changer les mentalités aujourd'hui. En fait, je trouve que c'est un outil, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi, c'est pas la publicité qui est responsable. Le rôle de la publicité, c'est de normaliser des usages et des messages. Et quand on a 1000 communications l'an dernier sur la thématique du développement durable, ça aide à normaliser le message. Et je pense que on ne doit même pas juste normaliser le message. Notre métier, c'est de rendre désirables les choses. Pas de régulation, le secteur s'auto-régulera et répondra aux attentes des consommateurs. Alors pour moi, s'il faut réguler, si les produits sont nocifs, on régule à la production ou à la vente. Mais le message... Un produit autorisé mérite d'avoir une publicité. Oui, et puis surtout, je pense qu'il faut utiliser la publicité à des fins de changement de mentalité. Il faut l'utiliser pour la transition écologique. Alors, je vous rejoins, mais pour le coup, je ne trouve pas du tout qu'actuellement la publicité soit utilisée à des bonnes fins. Je continue à voir partout Transavia qui me propose la France à 29 €, les grands groupes automobiles qui me proposent des SUV. Je suis désolée, il y a beaucoup plus de pubs pour les SUV que pour les voitures électriques, pour un peu contredire la personne qui s'est exprimée à la dernière table. Et pour moi, il y a besoin d'une régulation. Et c'est une fausse lecture que de penser que la loi Pompili, en fait, c'est juste abolir la publicité. Elle parle des industries les plus polluantes. Elle parle de sensibiliser le consommateur, de donner la possibilité à des élus de sensibiliser le consommateur en mettant « Avez-vous vraiment besoin de ce produit ?» Elle parle d'un ensemble de choses qui sont pour moi totalement réalistes. On ne parle pas de couper totalement la publicité, mais couper l'herbe sous le pied à des activités qui n'ont plus leur place dans un monde sobre et réaliste. Merci à toutes les deux. On pourrait en discuter des heures et on aimerait le faire, mais malheureusement, il y a